What I like about the African spirit is it never gives up. Pourquoi est-ce que l'on envoie des humains dans les cieux? Pourquoi quitter la Terre? Et pourquoi construire une fusée et propulser des engins et des gens vers l'immensité au-delà de nos têtes? Mes chers amis, bonjour. Le comic book Destination Wangari vise à vous faire découvrir le parcours de deux jeunes africaines, Fatoumata et Penda, toutes deux passionnées de sciences et de technologie, qui vont réaliser le rêve de devenir astronaute. Mais que fait un ou une astronaute? C'est quoi comme métier? Est-ce que c'est même un métier? Du 12 avril 1961 à nos jours, les gouvernements de puissances industrielles, ou ces 20 dernières années, des personnes fortunées ont permis l'envoi de quelques centaines de personnes dans l'espace. Quasiment toutes ces personnes, hommes comme femmes, avaient déjà des professions avant d'effectuer les vols spatiaux. Et c'est souvent en se basant sur leur profession, donc leurs compétences, qu'elles ont été sélectionnées et affectées à des vols spatiaux. Être astronaute n'est donc pas un métier à proprement dit, c'est une affectation ou un titre. Comme dans les films policiers ou d'espionnage à la James Bond, une personne compétente dans un domaine précis est assignée à une mission et déployé sur le terrain. Souvent, on dit de lui que c'est un agent. Agent 007. Vous comprenez aisément pourquoi on parle d'agence spatiale, comme la NASA, agence gouvernementale des USA, ou l'ESA, agence pan-européenne. Vous comprenez aussi ainsi pourquoi les critères très exigeants, surtout au début des premiers vols spatiaux, conditionnent la sélection d'astronautes. Ce sont des agents déployés dans l'espace. Et suivant le besoin de la mission, tel ou tel autre profil est demandé. Les premiers vols spatiaux expérimentaient des engins dérivés de l'aéronautique à être propulsés dans un milieu extrême, le vide au-delà de l'atmosphère terrestre. Les USA et l'Union soviétique ont fait appel à leurs meilleurs pilotes et ingénieurs aéronautiques, souvent des militaires déjà prédisposés à des missions dangereuses et très disciplinés. Par la suite, le vol spatial étant de plus en plus maîtrisé par ces pays, ils développèrent des engins spatiaux plus performants, plus polyvalents et donc pouvant accueillir plus de personnes et des profils plus variés. Les professionnels non militaires dans les domaines de la recherche scientifique se sont ajoutés. Et il faut que vous le sachiez. Bien que le programme Apollo, l'ensemble des missions effectuées par les USA pour faire poser des hommes sur la Lune, soit assez spectaculaire et assez mis en avant, ce n'est pas ce programme qui a permis de diversifier le profil des astronautes à l'époque. La majorité de ces astronautes étaient des pilotes d'essai et des militaires. Les exceptions étant le célèbre Neil Armstrong, qui n'était pas un militaire, et le géologue de formation, qui fut le seul astronaute non pilote professionnel de tout ce programme. En fait, c'est en pensant leurs programmes spatiaux impliquant l'envoi d'astronautes pour des buts concrets, scientifiques et non pour des raisons de démonstration technologique et idéologique, que le profil type de l'astronaute tel qu'on peut le voir ces dernières années a été établi. C'est aussi ainsi que les stations spatiales sont devenues pertinentes. Vous savez, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, les années 1850 et au-delà donc, les écrivains européens et des États-Unis se sont mis à envisager les possibilités modernes d'envoyer des humains en dehors de la Terre. L'auteur français Jules Verne, dans ses écrits de science et d'anticipation, évoquait des militaires, des ingénieurs et des scientifiques propulsés en direction de la Lune
par un gigantesque canon. Leur but, observer la Lune de près et ramener des connaissances. Jules Verne était un produit de son temps. L'Europe était en pleine révolution industrielle, boostée par ses inventeurs et ingénieurs de l'époque. Plus tard, le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky envisageait les moyens techniques pour concrétiser les rêves de Jules Verne. Monsieur Tsiolkovsky, lui, théorisait les fusées que l'on connaît aujourd'hui et les moyens pour les humains de coloniser le système solaire et même au-delà. Un demi-siècle après M. Tsiolkovsky, l'Union soviétique envoie le premier satellite en orbite terrestre et plus tard le premier humain. Dans un contexte de rivalité politique et idéologique après la Seconde Guerre mondiale, les USA vont essayer de faire autant que les soviétiques et même mieux. 10 ans plus tard, ils faisaient se poser sur la Lune des citoyens des USA. Mes chers amis, vous voyez donc que puissance économique et industrielle, développement et avancées technologiques, ainsi que la littérature de science-fiction ont été ce qui a conduit à l'avènement des astronautes. Au-delà des prouesses technologiques et de la rivalité entre puissances industrielles, à la fin des années 1950, les scientifiques et ingénieurs ayant permis ces prouesses portaient des projets s'inspirant des récits de M. Tsiolkovsky. M. Tsiolkovsky avait notamment développé les concepts de station spatiale orbitale. L'exploration spatiale prendrait la forme d'engins mis en orbite terrestre qui seraient assemblés ensemble par la suite et qui accueilleront des astronautes. Ces stations seraient des avant-postes, comme des points de relais, qui permettraient ensuite aux astronautes d'aller explorer les planètes avoisinantes, voire au-delà, ou il s'agirait de lieux de vie temporaires pour effectuer des recherches scientifiques et militaires et rapporter les résultats de ces recherches sur Terre. Monsieur Werner von Braun, un Allemand devenu citoyen des USA et concepteur des fusées Saturn, avait des ambitions telles pour son pays d'adoption, avec ce modèle de station en forme de roue. On reverra ce modèle dans un film de science-fiction très bien connu. Monsieur von Braun est l'ingénieur qui permit aux USA d'être la première nation à amener des humains sur la Lune. Mais le but de Monsieur von Braun, c'est que ces fusées servent à lancer des stations spatiales et des missions d'exploration de planètes comme Mars. Mais ce ne fut pas le cas. Ce sont les soviétiques qui mirent le plus en avant le concept de station spatiale. Ayant abandonné, après quelques échecs de leur côté, l'idée d'envoyer des hommes sur la Lune, ils se focalisèrent sur les stations spatiales dans l'optique de lieux de recherche scientifiques et militaires. Un peu comme les stations de recherche scientifique en Antarctique, des camps dans des conditions très hostiles où l'on envoie des scientifiques et ingénieurs pour quelques mois, les stations orbitales ont été pensées pour tester les aptitudes de l'humain à vivre dans les conditions inhabituelles de l'espace, étudier les phénomènes biologiques et chimiques à l'œuvre dans ces conditions, faire de l'astronomie directe et de l'observation des régions terrestres et parfois de l'espionnage ou du renseignement militaire. Ainsi, en avril 1971, les soviétiques satellisent la première station spatiale de l'histoire. C'est le programme Salyut. Les ingénieurs soviétiques ont opté pour une architecture non pas en forme de roue, mais des modules relativement simples. L'architecture modulaire des soviétiques s'est déclinée le plus avec la station spatiale Mir, la première grande station spatiale. Et c'est cette architecture qu'hérite l'ISS, la Station spatiale internationale, la station Tiangong chinoise et les stations spatiales actuellement en projet. À partir des années 1975, les soviétiques envoient des modules de stations spatiales, de Salyut 1 à Salyut 5, qui ne durent pas longtemps, puis de Salyut 6 à Mir, qui voient l'envoi régulier et pour des missions à durée de plus en plus longue d'astronautes. Ce ne sont plus que des pilotes et des militaires. Il y a des médecins, ingénieurs, biologistes.
Ils font des recherches précises, souvent mentorés par des instituts de recherche russes, puis d'autres pays. Ils envoient par la suite leurs données ou résultats d'expériences sur Terre. C'est dans ce cadre que les soviétiques développent le sous-programme Interkosmos, qui permet l'envoi dans l'espace des premiers astronautes non soviétiques et non américains. C'est par cette coopération que Cuba voit envoyer son premier astronaute, un militaire, le premier astronaute d'origine africaine, Arnaldo Tamayo Mendes. Porque Arnaldo Tamayo representaba en el espacio no solo a Cuba, representaba a América Latina. Representaba al África. Y representaba al tercer mundo. Que se habla que fue científico-técnico, pero yo le agregaría que más que eso fue político, porque bueno, gracias a la Revolución Cubana, gracias al socialismo, fue posible la réalisation de este vuelo espacial. Un peu à la même période, les USA développent leur programme après les missions Apollo. Le pays développe sa propre station spatiale baptisée Skylab, lancée en mai 1973. C'est une réutilisation des composants développés pour Apollo. De fait, même si ce n'est pas une station en forme de roue, ce n'est pas à proprement parler une station modulaire. Elle est très grande et permet pendant quelques mois, sur 3 missions, à des astronautes américains de faire des recherches scientifiques, notamment en astronomie, de mai 1973 à janvier 1974. Mais le programme principal dans lequel les USA s'investissent, c'est la navette spatiale. Un véhicule pensé pour voler plusieurs fois, contrairement aux fusées classiques. Véhicule polyvalent, capable d'emporter jusqu'à 8 astronautes en orbite terrestre dans sa partie pressurisée, vivable pour des humains, et des engins pesant jusqu'à 26 tonnes dans sa soute. C'est surtout avec ce programme que les Américains vont diversifier le profil de leurs astronautes et le but de leur mission. Pour le déploiement de satellites commerciaux et militaires, la NASA fait appel à des spécialistes de mission. Et à partir des années 1983-1984, les Américains deviennent des experts dans ce qu'on appelle les sorties extravéhiculaires. C'est de là, chers amis, que vient une certaine image iconique de l'astronaute en combinaison spatiale flottant au-dessus de la Terre dans l'espace. En dehors de cela, les Américains, eux aussi, vont développer une coopération avec leurs alliés, les puissances industrielles d'Europe de l'Ouest, le Japon et le Canada. Cette coopération va notamment voir le déploiement de modules laboratoires construits par les Allemands, le Space Lab. Il ne s'agit pas d'une station spatiale, puisque le module n'est pas permanent. C'est juste un laboratoire pour des recherches transportées par la navette américaine pour être utilisé en orbite pendant maximum 2 semaines. À cette occasion, surtout dans les années 1990, les astronautes américains, japonais et européens vont faire aussi des recherches scientifiques orbitales. Des astronautes comme la première femme astronaute d'origine africaine, Mae Jemison, et bien d'autres astronautes afro-américains.
les Américains finiront par mettre un terme au programme de navette spatiale. Après 2 accidents en vol et des coûts de vol très chers, les Américains se rendent compte que ce programme s'avère être une impasse. Toutefois, la coopération internationale s'est élargie au gré des évolutions politiques des pays, des avancées technologiques développées par les Russes d'une part et les Américains et leurs alliés d'autre part ont mené au programme de l'ISS, Station Spatiale Internationale, en activité depuis 1998. Avec l'ISS, des personnes très riches et passionnées par l'espace, grâce à un partenariat avec la Russie, vont pouvoir effectuer des vols spatiaux payés de leur propre poche. En fait, les Russes avaient déjà commencé un tel partenariat depuis le temps de l'Union soviétique. Le premier astronaute japonais n'est pas un agent gouvernemental. C'était un journaliste en mission pour le média privé japonais TBS. Ainsi, à bord de l'ISS en 2003, le premier citoyen africain dans l'espace fut l'informaticien milliardaire sud-africain Mark Shuttleworth, envoyé par une fusée russe Soyuz. À partir des années 2000, l'effort de milliardaires américains pour développer des lanceurs ou véhicules spatiaux réutilisables, mais plus viables que la navette américaine, vont, à partir des années 2020, encore plus diversifier le profil de ce qu'est un astronaute. Ainsi, chers amis, pour répondre à mes interrogations du début de cette vidéo, je dirais que les buts des programmes spatiaux habités, comme vous avez pu le voir, sont la démonstration technologique d'une puissance industrielle, la volonté d'investir dans des recherches très avancées comme les recherches scientifiques sur le milieu spatial, la passion d'ingénieurs qui, grâce à leur capital financier, réalisent leurs rêves d'espace. Et souvent, ces buts sont liés. La passion étant suscitée d'habitude par la démonstration technologique. Est-ce que cela en vaut la peine? En fin de compte, cette démonstration technologique et cette passion ont-elles une certaine utilité? Eh bien, j'ai fait une vidéo un jour qui répond amplement à ces interrogations et que vous pourrez voir s'afficher en haut de l'écran ou dans la description de la vidéo. Mais, l'une des réponses les plus convaincantes que je peux avancer ici, c'est que s'il n'y avait pas eu l'audace d'ingénieurs et de gouvernements désireux ou de personnes fortunées, aujourd'hui, une compagnie comme SpaceX de Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos n'aurait pas vu le jour. Et sans cela, pas de vol pour l'égyptienne Sarah Sabri ou d'autres personnes passionnées d'origine africaine qui ont pu effectuer ces vols à bord des fusées et capsules de ces entreprises. Et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans le comic Destination Wangari. La passion d'un ingénieur qui va développer une fusée et faire une démonstration technologique et accompagner le rêve de nos deux héroïnes, Fatoumata et Penda. Fatoumata et Penda ayant chacune leur domaine de compétences et qui voudront, sur la base de leurs passions respectives, vouloir faire ce que très peu de personnes ont l'opportunité de faire. S'arracher à la gravité terrestre et observer sa planète d'origine dans son entièreté et sa magnificence. Mes chers amis, cette bande dessinée vous montrera également que de tels exploits, ce n'est pas uniquement réservé aux Européens, Américains, Japonais ou Chinois. C'est aussi possible par des Africains, à condition que le bon cadre politique et social soit posé. Et comment cela est possible? Je vous fais découvrir Ile Umoja, la nation de nos deux héroïnes
dans une prochaine vidéo. Nous voilà au bout de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à la liker, à lancer des commentaires et si possible, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo à sortir. Et je vous laisserai aussi le lien de la page Instagram de la bande dessinée en commentaire. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle pour vous immerger dans les aventures de Fatoumata Mpenda, destination Wangari.